Bonjour et bienvenue dans le podcast AWS en français. Aujourd'hui, nous parlons de Radio France et des infrastructures numériques, de certaines infrastructures numériques de Radio France et de leur utilisation du cloud. Le podcast AWS en français, c'est parti, c'est maintenant. Bonjour, bienvenue, merci de nous écouter toutes les semaines, tous les vendredis matins. Vous êtes quelques milliers maintenant à nous suivre tous les matins dans toutes les applications de podcast. N'oubliez pas de nous laisser vos feedbacks, vos commentaires, les petits pouces vers le haut, les petites étoiles, et puis de parler du podcast autour de vous à vos collègues. Merci de nous écouter en faisant votre jogging, la cuisine, la vaisselle ou sous la douche. Aujourd'hui, cette semaine, j'ai le plaisir d'accueillir Julien V, qui est responsable du pôle infrastructure de Radio France. On va parler de l'infrastructure numérique de Radio France. Julien, merci d'être là. Dis-moi, le pôle infrastructure Radio France, c'est quoi ? Déjà bonjour. Et alors moi, je m'occupe du pôle infrastructure à la direction du numérique. Donc la direction du numérique, en fait, on va servir tous les sites web, tous les podcasts, tout ce qui est streaming audio, tout ce qui va être aussi, par exemple, assistants vocaux, de nos 7 chaînes de radio à destination de nos auditeurs. Donc on s'occupe de vraiment servir tout un ensemble de choses et on est hébergé sur du cloud public depuis un certain nombre d'années, principalement sur du Kubernetes. On a une archi qui est pas mal composée de technologies open source. Donc on a du Kubernetes, on a du Rabbit, on a du Postgre, on a ce genre de techno. Et on héberge tout ça dans une archi microservice sur du Kube, sur AWS. Donc quand j'écoute un podcast de France Inter ou d'une radio locale de France Bleu ou France Musique, ça tombe sur AWS en partie, en tout cas, il y a peut-être d'autres éléments dans la chaîne. Tous les sites web de Radio France, tu as dit aussi, et les assistants vocaux, donc ça c'est Google, c'est celui d'Amazon, j'ai pas envie de dire le nom parce que sinon il y a la machine derrière moi qui va se déclencher, et d'autres également, Siri peut-être On n'a pas trop de Apple, de Siri, mais on a principalement du Alexa, je peux le dire, comme ça ta machine elle n'entend pas. Merci. Et du Google Assistant. On fait aussi quelques services pour des voitures connectées, par exemple. Quelques trucs Edge, un peu comme ça. Et sinon, pour reprendre ta question tu télécharges ton podcast, en gros, on a du CDN devant à peu près tous nos sites et toutes nos applications. Donc ça va passer par notre CDN, ça va arriver après sur notre infra qui est chez AWS. Souvent les podcasts, on va les stocker sur S3. Donc on va faire des redirections vers du S3 qui va être mis en cache par notre CDN et renvoyé à l'utilisateur. Je suis content, le podcast AWS en français et les podcasts de Radio France utilisent la même infrastructure. On a fait les mêmes choix technologiques. Non, vous utilisez Akamai, je crois, comme CDN. C'est pas CloudFront. Moi, c'est CloudFront. Je suis un plus petit volume. J'ai moins de contraintes budgétaires de ce niveau-là. À propos de contraintes, c'est quoi les contraintes du métier de la radio en termes d'infrastructure IT ? Quelles sont les spécificités du métier de la radio qui font que gérer une infrastructure IT, c'est pas nécessairement évident ? Et il y a plusieurs aspects. Il y a l'aspect production du son où on a des flux live par exemple qu'on va récupérer. On a besoin d'avoir une certaine disponibilité sur ces flux, donc on fait pas mal de redondance. On a une archi, en gros le son est produit à la maison de la radio. Après, il est transporté dans un réseau à la maison de la radio et à un moment donné, via un direct connect, il va arriver sur des VM qu'on a sur AWS. Qui vont faire tout ce qui est transcodage, manipulation du son. C'est-à-dire transformer un format dans un autre format, un format que les players grand public peuvent consommer et pas des formats professionnels. En fait, on reçoit des flux, ce qu'on appelle des flux nobles. En gros, nous, côté des flux de très bonne qualité, on va dire. Ouais, peu compressé ou pas compressé, pas de perte d'information. Exactement. Et après, nous, on va les transformer en plusieurs formats. Par exemple, sur n'importe quel flux de streaming, on peut avoir ce qu'on appelle du hi-fi, donc de la haute qualité, du mid-fi, moyenne qualité, et du low-fi, donc qualité basse. Donc, c'est plus ou moins d'encodage et le bitrate qui change, le nombre de bits par seconde. C'est exactement ça. Et en fait, on utilise deux protocoles de streaming principalement, du HLS et du Icecast. HLS, c'est un protocole c'est un format qui a été standardisé par Apple à la base et qui permet de faire de l'adaptatif. Donc quand tu vas sur l'application Radio France et que tu écoutes un flux live par exemple, si tu as un Wi-Fi chez toi, ça va prendre la plus haute qualité.
tu sortes chez toi, que tu passes dans le métro et qu'il voit que tu as moins de bande passante, en fait, il va descendre en qualité et prendre un flux de moins bonne qualité, mais du coup qui est plus petit aussi à télécharger. Qui consomme moins de bande passante. Si je me souviens bien, le flux est découpé en petits blocs de 10-15 secondes, et à chaque 15 secondes, il va demander le browser, le client que j'utilise va demander le bloc suivant, et il peut demander un bloc de la même qualité ou un bloc d'une autre qualité en fonction de ce qui est offert par le flux et de la bande passante que j'ai. C'est ça l'idée? Ouais, c'est exactement ça. On se base sur des playlists en fait. C'est assez facilement, on va dire, reversable, en engineering reversable. Si tu vas sur n'importe quel site de Radio France, tu ouvres la console network, tu lances un flux et tu vas voir qu'il télécharge des petites playlists qui sont juste des fichiers texte qui disent où sont les 5 prochains segments. Donc nous on est sur des segments de 4 secondes, mais c'est des choses qui évoluent et ça dépend un peu des clients et de la façon dont on veut gérer notre audio. Et du coup tu as des petits segments qui disent le prochain segment il est là, et tu vois que ton player il va aller bufferiser un peu, il va prendre les 5 prochains segments, il va commencer à te les lire. Quand il en a fini un, il va retélécharger le playlist, retélécharger le segment d'après. D'accord. C'est vraiment adaptatif à la qualité et à ton débit, ou s'il se rend compte que la latence est trop grande, par exemple pour télécharger le segment hi-fi, bah, il va dire je vais descendre un peu en qualité, je vais prendre une en dessous. Ce qui fait qu'on peut avoir des petites variations de qualité sonore pendant qu'on écoute, tout d'un coup ça devient un peu moins bien, puis ça redevient bien. Ouais. Après on entend vraiment la différence en HLS. Donc tu as dit HLS et l'autre c'était Icecast, c'est un peu plus vieux. Hein. Alors Icecast c'est on s'en sert pas sur toutes nos applications et tous nos sites, on fait que du HLS. Parce qu'en fait c'est vachement plus on va dire web, c'est que du HTTP, on peut mettre en cache tout ce genre de choses. Les segments. Ça nous coûte beaucoup moins cher en termes de bande passante sortante, parce qu'on peut cacher énormément toutes les playlists et tous les segments. Tandis que de l'Icecast, c'est du one-to-one, c'est du direct, ouais, c'est vraiment une connexion TCP. C'est du protocole connecté en fait. Donc du coup, chaque client va ouvrir une connexion sur nos serveurs et la garder ouverte pour télécharger le flux en permanence. Et par exemple, dans notre infra, alors Icecast, nous on l'a pas mis chez AWS, on l'a mis chez Scaleway par exemple, parce que ça consomme énormément en termes de bande passante. Donc si on a 100 000 auditeurs, on a 100 000 auditeurs qui téléchargent le flux. Le même flux. Ouais. On n'a aucun cache HTTP entre deux, on a vraiment directement les auditeurs qui téléchargent. Et au début, on l'avait mis sur AWS. On avait essayé de mettre un peu de CloudFront, mais ça nous coûtait quand même très très cher. Et du coup, on a fait un peu une étude des autres cloud providers. Parce qu'il n'y a pas de coût de bande passante en sortie. Donc du coup, ça nous a quand même vachement aidé pour ce genre de cas. Ce qui fait qu'on a basculé le Icecast. Donc, on parlait des contraintes, donc ça c'était la première, c'est la disponibilité de ces flux. Si je suis auditeur on va prendre France Inter, qui est la radio que moi j'écoute assez régulièrement, en tout cas le matin, je veux que mon Sonos le matin il démarre, qu'il me réveille, il faut que le flux soit disponible. Ou si je prends l'interface web ou Alexa par exemple, il y a la disponibilité de ces flux. Et donc ça c'est du Kubernetes sur des EC2 traditionnel. Ouais, on n'est pas parti sur du EKS parce qu'on a fait le choix il y a quelques années déjà de Cube. Je pense qu'on a du Cube en prod depuis 4 ans. Et il y a 4-5 ans, quand on regardait EKS, c'était pas forcément au niveau de maturité que ça pouvait l'être aujourd'hui. Du coup, on a fait le choix de partir sur du COPS. C'est un outil dans la communauté qui permet de provisionner des clusters Cube sur différents cloud providers. Donc du coup, on utilise COPS pour monter nos clusters Cube. Et pour revenir à la question de la disponibilité, on se base un peu sur tous les mécanismes de Cube et d'AWS pour gérer l'autoscaling. Donc les autoscaling groups, les HPA dans Kubernetes. Et tu dis quand je me réveille le matin avec ma radio, je veux que ça écoute France Inter. Il y a pas mal de gens qui se réveillent à 7h, à 7h30 ou à 8h à des heures fixes. Et on a souvent des pics de charge à vraiment heures très fixes où il y a un réveil qui sonne, qui démarre sur la radio. C'est tous les réveils. C'est ça. Il y a beaucoup d'applications qui font réveil avec la radio. Et on voit vraiment les pics. Et c'est une autre contrainte qu'on a du coup dans notre métier, c'est que on est très dépendant des pics d'audience, que ce soit journalier ou avoir des patterns très très récurrents. Entre 6h et 8h, on a des gros pics de charge. La journée, ça redescend un peu. Et le soir, ça remonte un peu vers 20h pour redescendre complètement la nuit.
Ça, ce sont des pics prévisibles. Et puis, je suppose, parce que j'ai déjà fait pas mal d'interviews avec des gens des médias, que ce soit écrit, vidéo ou audio, il y a aussi les pics non prévisibles qui sont, eux, liés à l'actualité. Ouais, alors il y a des exemples qui sont pas un peu tristes, mais tout ce qui est attentat, par exemple, où il y a de la charge qui va arriver, ça peut être un dimanche où il y a personne travaille en fait, donc on a besoin de pouvoir scaler automatiquement. D'autres cas qu'on va pouvoir anticiper, c'est les soirées électorales. On remonte beaucoup de résultats électoraux, notamment sur le site de France Bleu, pour les municipales par exemple, où tous les gens vont vouloir aller chercher qui a été élu dans leur commune. Et en fait, à 20h00, tout le monde est sur sa page, il fait refresh, et on a énormément de charges sur des courtes durées à ce moment-là. Donc en général, pour ces cas-là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va scaler en amont, on va forcer un scaling, on va monter un peu les valeurs minimales de nos autoscalers pour anticiper le pic de 20h00, parce que nos mécanismes qui vont scaler automatiquement, il y a toujours une latence. C'est ce que je veux dire. L'autoscaling, il est réactif et souvent ça prend quelques minutes dans le meilleur des cas pour scaler, parfois 10-15 minutes, quelques minutes si c'est optimisé. Donc le proactif sur les soirées électorales, les événements sportifs, je comprends bien, mais le réactif, vous fonctionnez comment ? Alors le réactif, en général, on n'a pas de truc qui nécessite une durée en dessous de la minute. On va avoir... je prends le Covid par exemple, l'année dernière au mois de mars, on a énormément de gens qui venaient consulter nos sites principalement pour avoir les infos, mais c'était pas des pics sur la minute, c'était vraiment des pics, on va dire, sur un mois entier presque. On a vu certaines audiences quadruplées, notamment l'audience de France Bleu, pareil. Les audiences ont quadruplé et en fait nos autoscalers là ils ont bien réagi parce que c'est des longues durées. Faut juste faire attention parce qu'on met toujours des maximums sur les scaling, les limites d'autoscaling par exemple. Faut juste faire gaffe à ce qu'on n'ait pas mis trop bas et qu'à un moment on capte ce genre de choses. Mais du coup on avait un peu eu le temps d'anticiper. Donc on n'a pas trop de pics, on va dire. Ça peut nous arriver dans certains cas où il y a une news quelconque qui est arrivée. Et on a certaines applications du Google ou du Samsung par exemple qui vont faire des pushs sur les pushs pour les téléphones des utilisateurs. Et si ces pushs référencent des URL chez nous, en fait on a tout le monde qui clique dessus en même temps et qui arrive en même temps. Et ça, parfois, on comprend pas d'où vient le pic parce que. Mais merde, ça vient d'où ? Il suffit que la news ait été reprise et devienne virale, c'est ça. Fortement échangée sur les réseaux sociaux et sans contrôle de votre part, tout d'un coup, tu as un paquet de trafic. Et ça, du coup, l'avantage, c'est que on est sur du cube, donc on a quand même, on est parti sur des VM avec 16 CPU, 64 Go de RAM, qui fait que quand on a besoin de scaler un petit peu, il y a toujours un petit peu de place en fait sur le cube à certains endroits, mais on a une densité applicative qui est quand même pas trop mal, mais il y a toujours un peu de place. Donc il va toujours pouvoir créer des nouveaux pods sur différents nœuds, et quand il n'y en a plus, il va demander une VM. Mais en fait, c'est l'avantage de Docker. Vous pouvez scaler d'abord le nombre d'instances de Docker sur une VM, et ça va très vite parce que démarrer un container, c'est quasiment instantané. Et puis seulement, dans un deuxième temps, en deuxième ligne, scaler sur EC2. Donc vous avez deux types de métriques différentes pour monitorer quand est-ce qu'il faut scaler en termes de pod et quand il faut scaler en termes de VM. Ouais, en fait, on scale en termes de pod principalement sur la charge CPU, où on voit si par exemple on a 5 pods et que la moyenne des CPU elle dépasse 75%, on va en rajouter un. Et au niveau AWS, au niveau VM, on va scaler quand on peut plus scheduler de pods justement. Si je veux quand je dis pod, mais en fait on peut voir ça comme conteneur. Une instance de container, oui. Si je peux plus démarrer de pod sur mon cluster parce qu'il n'y a plus de place, ça va trigger en fait le démarrage d'une nouvelle VM pour du coup pouvoir démarrer des nouveaux pods. Et à l'inverse, dans l'autre sens, si j'ai une sous-densité de mes pods, si par exemple j'ai moins de 60% de mes machines qui sont consommées, il va rebalancer certains conteneurs sur d'autres nœuds pour pouvoir en terminer un. Et là aussi, je suppose que vous scalez c'est-à-dire réduire la surface plus lentement que ce que vous scalez out, augmenter la surface. Non, pas tant que ça pour le coup, parce que
Parce qu'en fait, dès qu'il y a de la capacité disponible, vous la rendez pour minimiser les coûts. Ouais, on a des thresholds qui sont assez bas sur ça. Parce qu'en fait, comme je disais, Cube nous fait une première couche de scaling qui marche quand même assez bien. Et aussi, on a quand même des services on utilise principalement du Node.js sur nos microservices. On a un petit peu de Go pour tout ce qui est streaming. Mais globalement, c'est des services qui démarrent assez rapidement. Donc du coup, on se permet de downscaler, on va dire, plutôt agressivement. Parce qu'on sait qu'on peut redémarrer quand même assez vite. Tu parlais de métriques de scaling CPU, ce qui m'étonne un tout petit peu. D'abord, je suppose que vous avez des métriques différentes pour les applis de streaming et pour les applications web, ou pas? Vous scalez sur les mêmes métriques? Alors non, en fait, c'est historique aussi parce que sur Cube, tu peux scaler sur des custom métriques. Je prends un exemple, on a du Rabbit dans notre infra, on pourrait scaler sur le nombre de messages dans une queue, ou ce genre de choses. On le faisait pas parce que historiquement c'était pas possible dans les vieilles versions de Cube. On pouvait que scaler sur du CPU ou de la mémoire. Et en fait, globalement, on scale sur du CPU parce que ça marche et que souvent c'est de la charge, c'est du réseau qui arrive, c'est des requêtes qui vont être traitées. Le CPU va forcément augmenter. Et on considère que si nos pods ils arrivent à traiter les requêtes qui passent avec le CPU qu'ils ont, c'est qu'il n'y a pas forcément besoin de scaling. Donc du coup, on est resté sur ce modèle de scaling sur le CPU. Dans la plupart du temps, ça va marcher. Le contre-exemple, c'est si on veut dépiler une queue, un Rabbit ou quelque chose comme ça. Et... Là, vous avez besoin d'IO. Ouais, potentiellement. Ouais. J'aime bien cette approche de dire restons simples et puis si ça marche, on va pas se compliquer la vie, parce que parfois on parle avec des clients qui ont 15 000 métriques très compliquées et qui disent ouais mais CPU c'est pas représentatif, mon application elle est IO band en réseau ou en disque, et donc ici CPU marche, donc vous scalez. On a parlé de l'infra AWS, Akamai et Scaleway. Tiens, j'ai une question spécifique à votre métier aussi. Je sais que dans les médias, on utilise beaucoup de multicast pour éviter la réplication des paquets, économiser la bande passante sur le réseau. Et multicast, historiquement, c'est pas quelque chose qui est, comment dire gentiment, bien supporté sur AWS. Comment vous gérez le multicast, si vous le gérez? Alors, effectivement, tout notre réseau interne entre la maison de la radio et les locales de Bleu aussi, donc des antennes de France Bleu qui sont en région. On a un réseau Radio France multicast sur lequel passent tous les flux. Et ce qu'on fait du coup pour le on va dire le webiser, on va dire le transformer pour l'envoyer sur le cloud, on a des machines à la maison de la radio qu'on appelle des SRT callers. Qui utilise un protocole qui s'appelle SRT, c'est Secure Reliable Transport, je crois, qui en fait va écouter le flux multicast et le transformer en unicast et l'envoyer sur AWS. Donc côté cloud, comme tu dis, le cloud multicast ça aime pas trop. Donc du coup on a ce protocole là qui nous permet de changer en fait la couche de transport des paquets pour les envoyer en unicast sur le cloud. Si vous êtes curieux de découvrir tous ces protocoles dont on parle, on a parlé de Kubernetes Kops aussi juste avant. Comme d'habitude, tous les liens sont dans les notes du podcast. Donc dans votre appli, vous scrollez dans le bas de la page et vous trouverez les liens et un peu plus de lecture pour le week-end. Tu disais que ça faisait quelques années que vous êtes sur AWS. Pourquoi Radio France a fait le choix du cloud en général, pas nécessairement AWS, mais pourquoi le cloud? Et qu'est-ce qu'il y avait avant? Des data centers privés, je suppose? Ouais, alors avant, on avait un infogéreur. Il y a longtemps après il y a longtemps on va dire les sites de Radio France c'était pas forcément très très développé, le numérique dans les médias c'était pas un truc qui était forcément considéré comme important, alors qu'aujourd'hui c'est complètement l'inverse. C'est un peu la stratégie des médias va reposer sur le numérique. Et du coup, il y a longtemps, on avait un infogéreur à qui on envoyait notre code, en gros, par-dessus le mur, on disait tiens, vas-y, mets ça en prod. Un gros fichier zip. C'était un peu ça, je pense, en plus, ou un target peut-être. Et un document Word pour expliquer comment déployer. Exactement. Et en gros, on s'est dit, c'est quand même pas super efficace, ça marche pas des masses, on peut pas itérer au niveau produit comme on le voudrait. Donc on a fait le choix de commencer à faire nos propres infras. Et on voulait pas faire de data center. On voulait quelque chose
c'était un peu de l'expérimentation aussi à l'époque, donc on voulait pas non plus investir des montants faramineux. On s'est dit on va aller sur du cloud, on va monter quelques VM, on va faire des POC et puis on va mettre nos sites dessus. De fil en aiguille, on s'est retrouvé à mettre beaucoup de choses dessus. Au départ, on était sur du cloud, mais pas avec du cube. On faisait un peu d'une archi microservice sur des VM. On avait du Consul et un truc qui s'appelait Consul Reloader qui nous permettait de faire un peu une sorte d'archi microservice en VM. Et après ça, on est passé sur du cube. On a une contrainte aussi à Radio France, c'est que du coup, on est une entreprise de service public et du coup, on est contraint au marché public pour tout ce qui est achat. Vous devez faire des appels d'offres, comparer, etc., justifier pourquoi tel provider plutôt que tel autre. Exactement. Et du coup, ça a un peu guidé notre philosophie d'achat. Donc, je disais qu'on utilisait beaucoup de technologies open source. Et à l'inverse, on utilise très peu de services managés AWS ou n'importe quel autre provider. Parce qu'on veut avoir ce côté réversibilité. Parce que si là, on est chez AWS, si on lance un marché dans 2 ans et que AWS répond même pas au marché, on n'a pas le choix que d'aller ailleurs en fait. Donc on est obligé d'avoir quelque chose qui est transportable, on va dire, assez facilement d'un cloud provider à l'autre. D'où le choix d'utiliser Kubernetes et pas EKS, de gérer vous-même les VM, etc. Ouais. Kubernetes, ça nous permet vraiment d'avoir cette couche d'infrastructure. Tous les développeurs chez nous, ils travaillent avec Kube, ils travaillent jamais avec AWS. Même l'équipe DevOps, on travaille assez peu directement avec du AWS en fait. On va faire du Kube tous les jours, du AWS, on va pas en faire très très souvent parce que configurer un autoscaling group, une fois que c'est fait, c'est fait. Ça marche pas. Et donc on a un peu tout guidé notre philosophie sur le côté open source, le côté réversibilité. Et l'avantage du cloud aussi, le choix qu'on a fait à l'époque, c'était aussi pour tout ce qu'on a discuté sur la scalabilité, la dynamicité mais la haute disponibilité aussi. Et maintenant que vous êtes dans le cloud depuis 4-5 ans, c'est quoi le retour d'expérience ? Qu'est-ce qui marche bien ? Quelles sont les surprises que vous avez eues, les choses auxquelles vous devez faire un peu plus attention ou auxquelles vous ne vous attendiez pas ? Ce qui marche bien, c'est globalement la qualité de service des cloud providers publics aujourd'hui, elle est quand même excellente en termes de disponibilité, en termes de qualité des services. On a assez rarement de panne sur AWS. On est hébergé sur 3 zones, du coup à Paris, oui. Alors, historiquement, on était en Irlande, on a fait une migration il y a 3 ans quand on avait changé de marché justement. Donc on est à Paris, tous nos clusters cubes sont sur 3 zones, donc du coup on est assez résilient à la perte d'une zone en général. L'inconvénient du coup d'être sur 3 zones, c'est qu'on a énormément de trafic interzone. Donc on utilise du cube et en fait cube c'est une sorte de service mesh où quand on va appeler un microservice, il va appeler d'autres microservices en dessous, qui va appeler d'autres microservices. Et aujourd'hui, on peut pas dans Cube lui dire essaye de rester sur la même zone quand tu fais ces appels-là en fait. Il connaît même pas les zones AWS, il sait pas nécessairement où il est déployé. Enfin, je veux dire. L'applicatif non, mais Kubernetes pourrait au niveau Alors il y a des choses en cours, il y a des clusters. Il y a un truc qui s'appelle service topologie dans Kubernetes qui est en alpha, qui est en train de résoudre ce problème-là. Et du coup, aujourd'hui, on peut pas lui dire reste sur la même zone quand tu fais tes appels entre services. Si possible, si jamais il n'y a pas de service de pod qui correspond à ton service sur la zone, va ailleurs. Et du coup, en fait, on va dire le trafic réseau se retrouve tout le temps à faire du zigzag entre des VM. Donc, si on a du bol, les VM sont sur la même zone. Si on n'a pas de bol, en fait, ça va passer d'une zone à l'autre. Quand tu dis pas de bol, pour vous, c'est pas un problème de latence, évidemment, entre 2 zones, c'est plutôt un problème de coût, puisque ce trafic réseau, il est facturé entre zones de disponibilité sur AWS, d'accord. Okay, la latence interzone, on la voit pas, grosso merdo. Par contre, oui. Et quand tu dis trafic, ça peut être des flux audio, donc vraiment du coup des gros volumes de données pour vous. Ouais, on peut avoir des paquets audio qui vont transiter sur notre cluster et qui vont potentiellement passer d'une zone à l'autre. Je pense que la bande passante réseau, interzone, c'est l'un de nos plus gros coûts. En dehors des VM qui sont quand même beaucoup, c'est un des gros coûts dans notre infra AWS. Et comment vous pouvez... d'abord, il a fallu le remarquer. Ça, je suppose que c'est le premier choc quand on a la facture à la fin du mois. Et puis, comment on work around, comment on réarchitecte alors pour diminuer ce trafic interzone ? Il y a certains services qu'on va mettre sur une seule zone. Par exemple, on a une stack de log basée sur Elastic.
qui est quand même assez gourmande. On log beaucoup de choses et ça nous fait beaucoup de logs à stocker. Et du coup, cette stack log, on l'a mis sur un autre pool dédié. Un autre pool, c'est dans Cube, mais ça correspond à un auto-scaling group dédié. Et celui-là, on lui a dit d'être sur une seule zone. Ce qui fait que Elastic, il fait souvent donc Elastic, c'est un truc pour gérer les logs. Il fait souvent du rebalancing entre ces différents nœuds pour équilibrer la charge. Et en fait, ça fait énormément de trafic. On s'en rend pas forcément compte, mais ça fait énormément de trafic. Oui, c'est tout un morceau de la base élastique qui est déplacé d'un nœud à l'autre pour rebalancer la charge. S'il y a un nœud qui est down pendant un certain temps, par exemple, il va automatiquement dire ah bah attends, j'ai plus que 2 réplicas, faut que j'en ai un troisième, je vais aller le foutre sur un autre nœud. Et il commence à envoyer son trafic, quoi. Alors qu'on a peut-être juste redémarré un nœud en fait. Donc ça, on a essayé de le mettre sur une seule zone. Ça nous a quand même fait économiser pas mal de coûts interzones. Et après, c'est un peu le seul hack qu'on a fait pour le moment. On attend beaucoup les services topologie int dont je parlais sur Cube, qui permettent justement de gérer au niveau réseau Cube le trafic et lui dire de préférence reste sur la même zone quand tu fais des appels. Pour diminuer les coûts. Tiens, on parle de diminuer les coûts. Est-ce qu'il y a une approche plus systématique de FinOps souvent, quand je parle avec des clients, ils essayent de reporter les coûts sur les équipes, en tout cas de les rendre visibles, que chaque équipe sache combien elle coûte et donner des dashboards et de la visibilité de manière à éduquer tout le monde, à sensibiliser tout le monde aux coûts et au coût de leur choix, j'ai envie de dire, quand ils déploient quelque chose. Alors nous, on a essayé un peu de cette démarche-là, mais quand les applicatifs sont hébergés dans Cube, c'est ultra compliqué, quoi. Parce que, juste comme je disais, le trafic, il part à droite, il part à gauche. On ne sait pas si ça vient de tel service, ou il y a des microservices qui sont transverses, qui vont être appelés par des sites de chaîne, par exemple. Ouais. Et en fait, on a essayé et il y a des choses qu'on peut faire. On peut un peu, notamment en termes de compute, c'est assez facile d'identifier que tel service consomme 2 machines, par exemple, 2 VM, ou consomme 32 CPU. Même avec la couche d'abstraction qui est Kubernetes, que sont les pods. Parce que les pods, du coup, on leur donne ce qu'on appelle des requests, donc c'est des réservations, et ils vont réserver 2 CPU et 2 Go de RAM, par exemple. Et ça, on peut assez facilement le quantifier. Et par contre, du coup, c'est quantifié, mais ça change toute la journée, en fait. C'est des courbes qui vont changer. Et donc, après, il faut faire un ratio, une moyenne ou quelque chose et calculer le coût. Donc, sur le compute, on s'en sort pas trop mal. Par contre, c'est sur le réseau où tu fais comment pour calculer les coûts ? Tu attaches des tags à toutes les instances. Je sais pas si on peut taguer des pods. Non. Alors, aucune idée, non, je pense pas. On fait du ratio en général. On sait combien nous coûtent nos instances de notre cluster Cube. Ouais. On sait que tel service, il a consommé tant de pourcents de notre cluster Cube, et on fait un ratio après pour dire tel service ou telle équipe, on va dire, elle consomme tant de pourcents de nos VM, quoi. Et vous faites ce calcul et rendez le résultat de ce calcul visible tous les mois quand vous avez la facture, ou tous les jours avec les factures intermédiaires, enfin les fichiers CSV qu'on peut télécharger ? Alors non, on le fait plutôt en automatisé. On utilise du Grafana, Prometheus, etc. pour faire ça. Prometheus, c'est pas mal, ça permet vraiment de s'intégrer à tout et n'importe quoi. Et Grafana, ça permet de rendre des dashboards qu'on peut distribuer pas qu'à des gens techniques. Donc on a certains dashboards qui vont être plus métiers, où on va afficher ces infos-là. Tous les services que tu mentionnes, Elasticsearch, Kubernetes, on en a déjà parlé, Grafana, Prometheus, c'est chaque fois des services que vous installez et que vous maintenez sur des EC2 à la main. Ce ne sont pas les services managés d'AWS pour les raisons qu'on a mentionnées avant. C'est une question de réversibilité en tant qu'acteur du secteur public, de ne pas s'attacher à un fournisseur spécifique. C'est correct ? C'est correct, c'est ça. C'est exactement ça. Et c'est aussi tous que des logiciels open source, du coup. Correct aussi, oui, j'avais pas fait le. Oui, effectivement, les listes ils sont tous en open source. Et oui, alors on les installe principalement sur Cube, et l'avantage sur des logiciels open source, c'est que la communauté elle est quand même assez forte sur ces choses-là. Et par exemple, je prends l'exemple d'Elastic, il y a un opérateur. Donc un opérateur dans Kubernetes, c'est une sorte de petit programme qui va permettre de configurer. On lui donne une donnée, on lui dit je veux un cluster Elastic avec 6 nœuds et tant de gigas de RAM. Et en fait, c'est lui qui va automatiquement se charger de le provisionner. Et en fait, tous ces opérateurs-là, il en existe pour la plupart des projets open source. C'est un peu les trucs à la mode, on va dire, en ce moment. Ouais. Et ça nous permet de pas prendre trop de temps, on va dire, pour installer des nouveaux services.
Alors on a parlé du passé, comment vous faisiez avant le cloud, comment vous êtes dans le cloud aujourd'hui pour les applis mobiles, pour le site web, pour le streaming, le podcast et les assistants vocaux. Maintenant que, j'aime bien prendre l'analogie de dire, maintenant que vous avez mis le pied, plus que le pied dans l'eau, que vous voyez qu'elle est bonne et qu'on commence à s'y sentir à l'aise, comment tu vois le futur? Quelles sont les choses auxquelles vous pensez que vous n'auriez pas nécessairement pensé avant? Qu'est-ce que le cloud rend possible? Comment tu vois 2022-2023 sans divulguer rien de confidentiel évidemment? L'avantage de Radio France, c'est qu'on a un service public qui a pas grand chose de confidentiel. Vous avez des comptes à tout le monde, tout se sait en général. Et non, des trucs possibles grâce au cloud qui le sont pas. Aujourd'hui, par exemple, tout à l'heure, je disais, on récupère les flux nobles et on va les encoder de différentes façons. En fait, on a la même chose avec les podcasts où on va vouloir les encoder dans différents formats, dans différentes qualités. Et en fait, côté maison de la radio, à un moment, c'était eux qui faisaient certains encodages directement dans les data centers qui sont à la maison de la radio. Ils les faisaient en sortie de studio. Mm-hmm. Et côté, on va dire, dans le côté produit chez nous, on a besoin d'avoir de nouveaux encodages parce qu'on veut diffuser sur de nouveaux repreneurs ou sur de nouveaux canaux. Et en fait, du coup, il y a plus de capacité à un moment donné sur des VM physiques, enfin sur des serveurs physiques. Ils ont un problème de capacité où ils peuvent pas rajouter 500 presets qu'on appelle pour encoder différemment. Alors que nous, sur le cloud, du coup, on peut juste rajouter des VM, scaler dynamiquement, et on peut encoder plus en plus de formats. C'est ce qu'on est en train de faire, du coup, sur les podcasts, notamment pour avoir des podcasts de meilleure qualité. Alors, je saurais pas te dire les encodages, c'est pas ma spécialité, mais je peux lui dire qu'on aura de la meilleure qualité. Non, je suis juste en train de réfléchir. Il y a moyen de spécifier différentes. Il y a un système HLS sur les podcasts. Enfin, il y a moyen de spécifier différentes qualités, que le client puisse choisir la qualité. Non, par contre, nous, en fonction des repreneurs. Donc les repreneurs, ça va être est-ce que tu écoutes sur Spotify, est-ce que tu écoutes sur l'application Radio France, par exemple, ou sur Radio Player. Ok, d'accord. Et en fonction des repreneurs, est-ce qu'on a négocié des accords avec eux ou pas? On va leur donner des plus ou moins bonnes qualités. Donc si c'est un scrapper, un tune-in par exemple, vous allez leur donner un flux de basse qualité, et Radio Player dont Radio France fait partie aura de la meilleure qualité, c'est ça l'idée? C'est un peu ça l'idée, ouais. Et c'est un peu la stratégie depuis 2-3 ans chez nous de négocier un peu avec les repreneurs, parce que aujourd'hui nos concurrents, ça va plutôt être du Spotify, tu vois, par exemple, qui va reprendre nos flux. On veut pas qu'ils les reprennent aussi de façon à les éditorialiser d'une façon qu'on voudrait pas. Par exemple, mettre un podcast de France Inter à côté d'un podcast complotiste, tu vois, je prends un exemple un peu bizarre, mais si tu fais ça limite, ça éditorialise le France Inter comme étant un peu complotiste. Donc c'est pour ça qu'on négocie un peu tous ces accords et qu'on a besoin d'avoir des flux un peu différenciés. Un autre exemple, c'est que certains flux, on va mettre des pré-rolls, donc de la pub, par exemple, au début. Et on a sorti une enceinte, un truc qui s'appelle Merlin. C'est une enceinte pour les enfants. On veut pas de pub en fait sur cette enceinte, par exemple. Donc pareil, on va faire un podcast qui ne contient pas de pub. Donc ça fait un traitement en plus, etc. Donc on commence à avoir beaucoup de spécialisation sur un même podcast. Il va être, on va dire, défini en dizaines de versions, par exemple. En fonction de quel client va le consommer. Et tiens, je me pose la question, comment ça marche? Vous avez quoi, un proxy devant qui va analyser les user agents, et en fonction du user agent ou d'autres critères rediriger sur tel flux ou tel autre? C'est ça, en fait. On fait plutôt par rapport à des query strings en général. Il n'y a pas une sécurité particulière, parce que si on a des gros volumes de query string inconnus, on va le voir, donc c'est pas très grave. Et en fonction de query string, de paramètres ou de header, on va faire des redirects sur le bon podcast et le bon flux. D'accord, ok. Donc ça, c'était une des choses que le cloud rend possible, qui n'était pas possible avant, c'est de scaler ces fermes d'encodage et de pouvoir faire de l'encodage à l'échelle. Est-ce qu'il y a d'autres workloads, d'autres applications auxquelles vous pensez pour le futur? Pour le futur, on a beaucoup de sujets de data, nous, en ce moment. Data analyse, on a un compte utilisateur sur les sites Radio France qui est assez récent, donc on commence à avoir un peu des données d'usage, et on veut faire de la recommandation, on veut faire de ce genre de choses, du machine learning, et on est un peu newbie dans ces sujets-là. Donc l'avantage du cloud, c'est que sur AWS, il y a énormément de services managés pour faire ce genre de choses. Ils font un peu. Mais vous n'utilisez pas des services managés? Alors, ce qu'on se permet, c'est qu'on se permet de faire des POC sur certains services managés. Parce que typiquement, je prends l'écosystème data.
la communauté open source, en tout cas dans tout ce qui est écosystème data, va pas forcément être au niveau de qualité que peut l'être du Cube ou d'autres choses. Donc on se permet quand même de poker, on va dire, certains services, voire déjà un peu pouvoir entraîner nos modèles ou pouvoir un peu voir nos données, etc. de façon ad hoc, sans industrialisation, sans pérennisation, on va dire. Et une fois qu'on a un peu défini nos usages, etc., on va se dire, est-ce qu'on industrialise avec un projet open source, est-ce que ça existe, etc. Est-ce qu'on code quelque chose nous-mêmes, ou est-ce qu'il n'y a ni l'un ni l'autre et on prend un service manager, en fait. Dans l'idéal, on essaie d'avoir les deux premiers, et après, par contre, certains cas, on va utiliser des services managers. Donc une phase de collecte des données, je suppose que c'est déjà en place. Alors les données, on a d'utilisation. Ouais. Je suppose que vous loguez tout pour le moment. Un exemple, par exemple, c'est que on aimerait bien faire du speech to text, parce qu'en fait, tout le contenu de Radio France c'est du contenu audio. Et il y a des archives, il y a 30 ans d'archives de contenu audio. Et pour faire de la recommandation, par exemple, c'est difficile de recommander sur du contenu audio. On est obligé d'avoir un équivalent texte, qui n'a pas forcément besoin d'être affiné assez finement comme des sous-titres par exemple sur YouTube. Il faut juste qu'il y ait les gros mots-clés dedans. Et en fait, le speech-to-text aujourd'hui, on est quasiment obligé de passer par des services managés pour le faire. Comme Amazon Transcribe par exemple dans le cloud qui permet de faire ça. Il y a des librairies open source aussi. J'ai fait plusieurs podcasts avec des gens qui font du NLP, de l'automatic speech recognition. Ouais, c'est que là on a énormément de volume. En fait, on l'a jamais fait le speech to text. Donc là on voudrait faire en gros un gros batch de une fois pour toutes, rattraper 30 ans d'audio sur cette chaîne et avoir du contenu et pouvoir faire de la reco derrière. Donc on s'est permis de faire du transcribe à un moment donné pour déjà expérimenter, voir comment ça marchait et un peu faire de la découvrabilité, quoi. Et puis indexer tout cela et repasser peut-être, tu parlais de la recommandation, donc ça veut dire aussi de l'apprentissage machine, donc vous jouez avec SageMaker ou avec des algorithmes ou des solutions open source comme Hugging Face ou autre. Alors là, ça rentre dans mes sujets de pas compétence, mais je sais que on a utilisé SageMaker un tout petit peu, pareil, mais je te dis les services managés, ça va être du POC, ça va être de l'exploration. Et après, une fois qu'on a le besoin, une fois qu'on a identifié le besoin, on va essayer de réfléchir à une industrialisation de la solution. Donc, je vais pas dire de conneries, mais par exemple, l'équivalent de SageMaker, c'est Jupyter, si je dis pas de bêtises. Jupyter, c'est les notebooks qui permettent d'interagir dans l'écosystème open source. Et typiquement, c'est un truc qu'on est en train de mettre en place chez nous. Mais sur de la VM directement et pas sur du service manager. Et pas sur les services managés d'AWS. Donc ça, c'est les champs d'application du possible, la numérisation des archives sous format texte, en tout cas des archives audio sous format texte, l'exploration des données, l'exploitation des données de consommation pour pouvoir éventuellement faire des recommandations et exploiter les données que vous collectez aujourd'hui. On a parlé du passé, du présent, du futur. On voit bien les contraintes principales de Radio France, les choix que vous avez faits, notamment d'utiliser des technologies open source et de rester relativement indépendant du fournisseur sous-jacent. Ce qui est intéressant parce que c'est une approche relativement différente des autres clients plus en secteur privé ou des startups qui font des choix radicalement différents parce qu'ils ont d'autres contraintes également. Donc c'est intéressant d'avoir ces deux types d'approches. Julien V, responsable du pôle infrastructure de Radio France, merci pour ces explications et tous ces détails techniques super intéressants. Merci d'avoir écouté ce podcast AWS en français jusqu'au bout. La semaine prochaine, on se retrouve vendredi matin pour parler des nouveautés des 2 dernières semaines sur AWS et il y en a beaucoup comme d'habitude. D'ici là, quoi que vous codiez, codez-le bien.